Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Le Bon MJ. Dans ce nouvel épisode de questions-réponses TTRPG, je reçois un nouvel invité qui ne va pas tarder à se présenter, bien sûr. Je rappelle le concept rapidement puisque c'est encore assez récent comme genre de vidéo. C'est pas très très compliqué. Vous posez des questions et avec la personne qui m'accompagne, on essaye d'y répondre, sachant que, évidemment, comme vous n'êtes pas là pour contextualiser, c'est aussi prétexte à la discussion. Et on espère accidentellement pouvoir vous aider. Voilà. Mais ça sera vraiment accidentel, hein, parce que... Parce qu'on est avec les stats. Ouais. Waouh, ok. Je me disais bien que c'était un piège, cette invitation. Comment ça va les Merci stats? quand même pour l'invitation. Bah, ça va, ça va. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté. J'ai prévu 1 heure, mais c'est une erreur. C'est Voilà. complètement une erreur, ouais. Il faut le savoir, non mais je plaisante. Ravi de pouvoir répondre à ces questions, je pense qu'on va bien se marrer. Voilà, c'est tout. Je suis prêt, je suis prêt. Il faut que je me présente. Est-ce qu'il y a besoin? Franchement, s'il y a encore besoin que je me présente, je vais me sentir vexé. Bah écoute, les deux personnes précédentes qui sont passées, elles n'ont pas de chaîne ou de podcast ou de trucs. Donc si tu veux parler rapidement de ta chaîne, vas-y. Oui, je plaisante. Non, mais rapidement, très rapidement. Donc, j'ai effectivement une chaîne, Les Stats JDR. En gros, la devise de la chaîne, c'est penser le jeu de rôle pour vivre ou faire vivre des expériences personnelles et viscérales. Donc, dans un type de jeu très narratif, pour justement vivre des expériences personnelles où les joueurs sont impliqués personnellement dans tous les méandres de l'intrigue. Et pour cela, sur la chaîne, j'utilise plusieurs formats, tels que les capsules. Là, je ne rien d'innovant particulièrement. Des capsules à format long où je vais plutôt prendre un sujet que je vais explorer et détailler en profondeur. Donc, c'est des formats entre 30 et 40 minutes. Et des cafés JDR, dont certains vous pourrez retrouver Hugo Le Bon MJ qui a participé plusieurs fois sur la chaîne, sur des formats de 1h30 à 2 heures, où là, j'échange avec un interlocuteur, parfois plusieurs, mais c'est plus rare, pour décortiquer, même chose, un sujet sur le jeu de rôle. Voilà, vous serez les bienvenus si vous voulez venir. Eh bien, merci pour cette présentation. Mais de rien, Jean-Pierre. C'est la télé. Non, ok, très bien. Eh ben, n'hésitez pas à aller voir tout ça. On en reparlera peut-être un petit peu à la fin de la vidéo éventuellement. On va rentrer dans le vif du sujet, les petites questions. Donc, je précise aussi pour les gens qui écoutent que les invités découvrent les questions, parfois même le concept de l'émission en direct. Oui, tout à fait. Du coup, première question, je te l'ai mise, si tu veux la relire après, mais je vais la lire à voix haute. Donc c'est une question qui était posée par Meno sur Discord. Elle nous dit en tant que MJ débutante, comment fait-on pour prendre son temps? Donc, tu vois que c'est déjà des questions deep. Comme je débute en campagne, j'ai plein de trucs que j'ai trop envie de faire vivre à mes joueurs. J'ai envie de les mettre dans des scènes incroyables, de voir comment ils vont réagir à des situations super précises, d'organiser des rencontres ultra badass, mais du coup, ça me rend très empressé. Le curseur des trucs forts en émotions, gigantesques, effrayants est toujours au max, ce qui ne marche pas. Donc, on verra. Là, j'ai pas plus de précision, donc c'est là où l'interprétation commence. Ce qui ne marche pas, et ils connaissent pas encore assez leur personnage pour pouvoir vraiment y réagir pleinement. Je sais qu'il faudrait que je fasse quelques scénarios plus petits, plus légers pour me mettre en jambe. Enfin, nous mettre en jambe, mais j'ai vraiment du mal à les mettre en place, trop d'impatience, trop d'enthousiasme. Comment on gère ça? Cortex avait raison, c'est des questions de fou en fait. Après ça, tu déblatères pendant 2 heures. Je peux prendre cette question-là et parler pendant 2 heures, et en plus tout seul, ce qui serait terrible pour les auditeurs, mais c'est un truc de fou. C'est une excellente question, pour le coup, vraiment. Je suis presque surpris. Et d'autant plus rigolo que j'ai eu cette discussion il y a vraiment pas longtemps sur, je sais pas si j'ai le droit de faire la pub pour une autre chaîne, mais sur le podcast de Jean Dindon, j'avais été invité et on a parlé du concept de jouer en avançant, et j'en ai fait une capsule, c'est ma dernière capsule en date, et je trouve que ça résonne énormément avec ça. Bon bref, je vais restituer, donc je trouve que c'est une excellente question. J'ai pas encore vu cette capsule. Ce que je te propose, c'est qu'on décortique un peu la question, parce que des fois, il y a plusieurs questions dans la question. Oui, oui, pas de problème. Et toi, déjà, là, qu'est-ce que tu comprends de la question, toi? Je comprends que c'est un problème de riche que cette personne a, c'est-à-dire qu'elle a plein d'idées. Donc c'est une femme, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc elle a plein d'idées, plein de trucs qui peuvent être hyper intenses pour du drama. Il y a plein de... On sent qu'il y a voilà, cette envie de proposer des événements forts en émotion. Tout ça, ça me parle beaucoup en plus d'ailleurs, hein, personnel et viscéral. Donc elle a un problème de riche, c'est qu'elle a plein d'idées. Ça commence très bien. Après, il y a une notion de temps, prendre son temps. Alors, ça me fait vraiment rigoler aussi parce que souvent, moi, je vais donner le conseil inverse à ce qui est recherché. Je trouve que les MJ prennent beaucoup trop leur temps de manière générale
pour amener l'intensité. Et là, on a quelqu'un qui cherche à se réfréner. C'est assez rare. Donc voilà ce que j'en comprends pour l'instant avant d'y répondre, que tu puisses quand même dire quelque chose. Ok. J'adore comment tu dis ça. Donc voilà, je me tais parce que nous sommes deux. Mais j'ai conscience de mes failles, tu comprends? Donc j'essaie de me modérer. Non, mais c'est très bien, on se compense comme ça. Parce que moi aussi, je peux parler tout seul. Ouais, moi, je comprends à peu près la même chose. Je comprends cette idée de prendre son temps. En fait, moi, je vois deux trucs. Je vois, comme tu dis, l'idée d'avoir beaucoup d'idées et de vouloir les pousser à la table et tout. Et je lis. Alors, je sais pas vraiment quel est le problème. Tu vois, le problème, c'est assez personnel, en fait. Ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que le problème, ce serait que les joueurs savent pas trop comment réagir pleinement parce que potentiellement ils sont pas encore dans leur personnage et donc ils se retrouvent un peu spectateurs de ces situations qui leur arrivent dessus sans savoir trop comment y réagir, peut-être même être un peu bloqué en se disant bah le MJ a une attente sur comment je dois réagir et je sais pas comment faire. Il y a peut-être un truc comme ça. Donc il y a peut-être un sujet sur les joueurs. Et après, je pense qu'il y a un deuxième sujet que moi je vois, mais là c'est moi qui commence à faire ma propre école. C'est que dans cette idée de vouloir pousser beaucoup de choses, parfois aussi on peut imposer un peu toutes ces situations aux joueurs. En fait, chaque soir on arrive avec genre 6 scènes en tête et c'est ça qu'on va jouer. Et du coup, ça laisse peu le temps de respirer et de décider aussi aux joueurs de ce qu'ils vont faire. Donc il y a peut-être aussi des meilleurs moments à choisir dans une session pour être plutôt un MJ, on va dire, qui pousse une scène, et des moments où en fait on va plutôt laisser les PJ décider et improviser. Parce que dans l'idée d'avoir beaucoup de scènes en tête à vouloir faire vivre, on peut peut-être imposer ces scènes d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Je vois parfaitement ce que tu veux dire, et c'est pour ça que je pense que tout ce que cette personne aura à faire, ça va être de trouver un équilibre là-dedans. Je vais quand même essayer un peu de développer déjà ce qu'il faut garder de son naturel, et puis ce qu'il va falloir, à mon avis, hein, modérer. Ce qui est excellent, c'est qu'elle a plein d'idées, je pense qu'il faut qu'elle les note et qu'elle les garde, parce que parfois, même si elle les utilise pas tout de suite, plus tard, à un moment propice, elle va avoir quelque chose. Et pour improviser quelque chose ou ressortir quelque chose derrière les fagots, c'est très utile. J'ai eu une discussion récemment avec Cortex, justement, sur le Discord, suite à ma capsule, sur le fait que, quand même, dans 80 à 90% des cas, ce qui est arbitraire comme pourcentage, mais peu importe, la majorité du temps, quand on a une bonne idée, qui va être intense, qui va générer du drama, souvent, faut pas attendre plus tard. Quand on y pense, si on se dit « Ah, ça pourrait être bien », souvent, c'est que ça va être bien. Donc, il faut l'envoyer. Pour autant, là où je te rejoins complètement, si elle a 6 idées de scènes de dingue, qu'elle n'utilise pas les 6 idées dans la même session et qu'elle se laisse du gras pour plus tard, parce que ça va permettre deux choses, déjà d'en garder de côté, de permettre aux joueurs d'encaisser et de vivre pleinement, d'avoir l'espace suffisant pour vivre le moment intense ou le narratif intense, peu importe qui a été choisi, et de créer aussi plus de variations dans la session. D'ailleurs, la personne l'a très bien identifié. Pour qu'un moment intense soit intense, par définition, il doit y avoir d'autres moments moins intenses à côté. Donc, effectivement, je pense que là, il faut qu'elle garde ces moments-là, mais qu'elle les distille avec plus de parcimonie, sans pour autant abandonner l'idée et tout dire qu'elle va mettre pour plus tard. Parce que c'est par les moments intenses que les personnages vont aussi se construire. Ok. Je te propose qu'on parle d'abord du sujet qui est les personnages ont du mal à réagir pleinement parce qu'en fait, entre guillemets, ils pourraient subir ces scènes. Le terme est peut-être un peu fort. Hein. Mais il y a un peu cette idée-là, genre, on démarre, je sais pas trop quelle est la situation, boum, c'est une situation super compliquée, tout le monde se fait tuer dans tous les sens, qu'est-ce que je fais? Et en fait, moi, je sais pas trop qui est mon personnage, tu vois, j'ai besoin de poser des questions, ou je sais pas, tu vois, c'est quand je lis, ils ne connaissent pas leur personnage suffisamment pour réagir. Est-ce que déjà ça t'évoque peut-être des expériences vécues? Et est-ce que tu penses que c'est un problème ou que c'est un effet qui peut être souhaitable, juste il faut l'utiliser au bon moment, je sais pas, tu vois. Alors, je pense que ça peut. Je pense qu'elle a mis. En fait, sa question est très bien parce qu'elle a beaucoup analysé des raisons à ça, qui sont des bonnes raisons. Je pense que le fait que les joueurs, si ce qu'elle dit est vrai, hein, si son interprétation est bonne, le fait que les joueurs ne connaissent pas très bien leur personnage fait qu'ils vont être perdus, ne vont pas savoir comment réagir par rapport à ces scènes-là qu'elle propose, qui peuvent être intenses au demeurant. Moi, j'ai pas trop rencontré le problème, mais je sais pourquoi. J'ai une manière de jouer avec mes joueurs qui fait que dès qu'ils commencent une campagne, par exemple, parce que je sais pas si on parle de campagne ou de one-shot, je crois qu'on parle de campagne. Quand ils commencent la campagne, le personnage a été très travaillé, et dans le temps.
on a une manière de faire qui fait que le personnage va se construire à mesure même que je prépare ma campagne. On va se poser des questions, ça va être très interactif. Et donc, arrivé au moment où on commence la campagne, ils ont déjà vécu d'une certaine manière avec leur personnage. Donc, dès que je vais les mettre dans l'action, et souvent je pense que je fais comme cette joueuse-là, enfin cette MJ, je fais tout péter dès le début, j'adore les démarrages en fanfare, et ils connaissent leur personnage. Donc, déjà s'assurer qu'en amont du jeu, ils aient les armes ou les connaissances, simplement la matière nécessaire pour pouvoir, comprendre ce qui se passe, surtout comprendre les enjeux par rapport à leur personnage, pour qu'ils puissent réagir par rapport à ça. Donc soit on en a parlé avant, vous avez discuté avant dans la création de personnages et vous êtes au clair là-dessus, soit pourquoi pas, je dis pas que c'est la solution miracle, mais j'y pense que je fais ça, glisser pour commencer la partie, des petits flashbacks de style tranche de vie du personnage, avec des moments pas chiants, hein, pas de la tranche de vie, j'ai préparé la bouffe et voilà quoi. Mais des trucs qui vont faire écho, parce que comme ça, ce sont souvent des flashbacks peut-être un petit peu plus tranquilles. J'adore les flashbacks qu'on utilise pour se glisser dans la peau du personnage, jouer une scène qui est pas trop complexe. J'en parle dans une de mes vidéos d'ailleurs, petite pub sur les scènes à cadre limité, un truc comme ça. Où justement, ce sont des scènes qui ne sont pas complexes, donc on peut se concentrer à 100% sur le fait d'apprendre à connaître son personnage, interagir un petit peu, et ça crée les bases pour s'immiscer dedans et ensuite attaquer une scène un peu plus intense ou glorieuse. Yep, je pense qu'effectivement, donc il y a une approche, en fait ça dépend de combien de temps t'investis en amont pour créer les personnages et tout. Après, moi je pense aussi à d'autres façons de jouer. Typiquement, là, j'ai l'impression que Meno, elle fait un truc plutôt, on va dire, assez... où le MJ décide quand même pas mal de ce qui se passe à chaque fois, puisqu'elle pense en termes de scène et tout et tout. Mais je pense à d'autres manières de jouer, parce que par exemple, tu vois, se dire, je lis la phrase, je sais qu'il faudrait que je fasse quelques scénarios plus petits, plus légers pour se mettre en jambes, mais j'ai vraiment du mal à les mettre en place. Et en fait, je peux comprendre, parce qu'on peut se dire, si c'est léger, ça vaut pas le coup d'être joué. Et effectivement, je pense que, si c'est léger, si c'est des scénarios pour du beurre, pour se mettre dedans, ça vaut peut-être pas le coup de les jouer. Mais je pense que si, par exemple, on a une approche qui consiste à avoir des personnages, au contraire, plutôt légers, et se dire qu'en fait, nos premières parties, il va y avoir plus de HRP et de ping-pong pour construire les personnages. On sait que c'est plus léger, mais c'est aussi l'occasion par exemple, que le MJ pose une question au joueur et pas au personnage de pourquoi ton personnage réagit comme ça. Et donc là, en fait, en jouant, on va construire les personnages. En fait, ça fait complètement écho à d'ailleurs une vidéo que j'ai regardée ce matin des imagitateurs du JDR. Sur le HRP, là. C'est ça, où en fait, en fonction de ta manière de jouer, on va dire les scénarios pas hyper dramatiques ne sont pas forcément pas hyper intéressants si tu places l'intérêt de ce scénario ailleurs, en fait. Si tu places l'intérêt de ce scénario, par exemple, au fait de co-créer un petit peu pendant les premiers scénarios justement le personnage, mais en jouant plutôt que dans quelque chose qui se passe à côté de la partie. Et ensuite, après, tu peux enchaîner sur n'importe quoi d'autre. J'ai une approche un peu différente. Je pense que je vais te rejoindre sur un point très clairement, sur le fait de s'habituer un peu au personnage, mais j'utiliserai pas le terme plus léger, dans le sens où j'ai donné l'idée des flashbacks avec des scènes à cadre limité. En réalité, c'est pas forcément des flashbacks. Je pense que ces joueurs ont besoin de s'imprégner de leur personnage. Et donc pour ça, ce qu'ils vont jouer d'abord, ça devrait pas être moins intense. Je pense que l'intensité d'entrée de jeu, c'est très bien. Je suis assez contre l'idée de se dire on va attendre plus tard pour l'intensité, parce que souvent, en tout cas pour moi, souvent ça veut dire je vais m'emmerder jusqu'à ce que ça devienne intense. Je schématise, je caricature, j'aime bien parler comme ça, voilà, vous avez compris l'idée. Donc l'intensité, on peut l'avoir tout de suite, mais c'est la complexité des enjeux qui devrait être modérée au début. Parce que si c'est trop complexe, que là le personnage on l'a pas assez joué, on va se dire mais comment il se positionnerait par rapport à tout ça? Alors que si ça peut être une situation parfaitement intense, mais simple dans les différents parties impliquées ou dans ce qui est en train de se passer, et là c'est beaucoup plus facile de se positionner et de commencer à construire son personnage comme ça. J'ai souvent imaginé moi les campagnes où tu commences avec un cadre ou des enjeux qui sont limités en termes de proportion. Ça te permet de jouer ton personnage, de jouer des trucs intenses, mais de te concentrer sur le personnage d'abord, et plus on va avancer, plus de nouveaux éléments vont arriver, plus on va avoir du drama complexe avec plusieurs intervenants, plusieurs enjeux, et on sera mieux armé. C'est ce que j'appelle, on en a déjà parlé toi et moi, l'ouverture progressive. Et je pense que ça peut bien marcher. Et dernier point, désolé, mais sinon je vais oublier, en termes d'intensité, là donc on était sur l'aspect, la complexité. Maintenant, pour que les joueurs ressentent le drama,
l'émotion telle que Meno le mentionne, il faut aussi que les recours émotionnels, les joueurs aient pu se familiariser avec. Je donne un exemple tout bête. Si le frère d'un des personnages meurt dès la première scène, c'est possible, hein, on peut le faire intense, mais ça sera peut-être moins intense que s'il meurt dans 3 sessions, alors qu'on aura déjà joué des scènes intenses de fraternité avec ce personnage. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord que l'attachement... en fait, il y a parfois une forme d'art... Enfin, ça dépend des gens, tu vois. C'est toujours pareil, hein. Mais c'est important de le repréciser. Il y a quand même une forme d'attachement. En fait, on n'est pas son personnage. On peut petit à petit créer une sorte de lien avec le personnage et tout, mais c'est vrai que si tu tues un personnage de mon background à la session 1, bon, je suis en mode, c'est un procédé qui est censé être une sorte d'appel à agir pour quelque chose. Je vois tes ficelles, mais ça me touche pas vraiment. D'ailleurs, je serais plutôt d'avis plutôt que de prévoir de tuer le frère, je dis n'importe quoi, d'être assez observateur de à quoi mon joueur tient. Pas qui sont les personnages importants pour le personnage de mon joueur. Et c'est là qu'il y a plus... Alors ça veut pas dire que du coup, dès que je vois que mon joueur, il a un PNJ auquel il tient, je dois le tuer, tu vois. Mais en tout cas, si je le menace, et du coup, ça va donner envie d'agir à mon personnage, et si jamais, par la force des choses, les GD, les décisions qui sont prises, tout ça, ce personnage meurt, probablement que ce sera plus intense que de dire un peu arbitrairement, au début, je tue ton frère parce qu'il y a ça dans des films, tu vois. Bon, bah... Non, mais alors, on est complètement d'accord. D'ailleurs, c'est pas du tout ce que je voulais dire, je le précise, mais ça, c'est ce que tu dis est très vrai. Alors, ça veut pas dire qu'on peut pas, parfois, bon, là, je dérive un peu, mais tuer un personnage du background du PJ tout de suite. Dans ma campagne en cours, ça m'est arrivé, par exemple. Je crois que c'est le 3e flashback que je lui fais vivre, et donc c'est dans la session 1. Dans la session 1, il avait créé pas mal de PNJ, tout ça. J'ai tué sa mère direct. Mais effectivement, il n'avait pas un attachement profond, le joueur, avec le personnage de la mère. Donc ça ne servait pas à ça. C'était pour créer une situation qui marquerait le personnage et sur laquelle il pourrait s'adosser pour se construire lui en tant que personnage. Le but n'était pas de le rendre triste par rapport à ce personnage avec qui il n'avait pas interagi finalement. Donc ça peut avoir un impact, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Après, je suis à 100% d'accord, moi j'agis exactement comme ce que tu décris. J'aime bien que les joueurs côtoient les PNJ qu'ils aiment. Parfois même, ils vivent des aventures avec, ça renforce les liens. Je ne les tue pas parce que le fait qu'ils soient en vie, ça crée une tension permanente qu'ils puissent mourir. Et lorsqu'il y a des moments qui surgissent qui peuvent les mettre en danger, dans la majorité des cas, je ne les tue pas de manière systématique, narrative, sans intervention possible. Je veux que, et là je pense que tu vas me rejoindre à mon avis, les dés doivent parler pour que ça ait encore plus d'impact. Ouais, sinon ça fait un peu cheap. Enfin, en fait, surtout si, comme c'est un procédé qui peut se retrouver dans plein de parties, ça devient presque un attendu. Et en fait, ça devient un truc méta de ah oui, mais si je m'attache à un PNJ, bah, les méchants MJ que j'ai connus, ils vont tuer mon PNJ. Oh là là. Bon, bref. On va essayer de terminer cette question parce qu'il y en a 3 par épisode. Mais je te propose un dernier petit passage sur l'autre pendant que je vois moi dans ce qui est écrit ici. C'est j'ai plein de trucs que j'ai trop envie de faire vivre à mes joueurs. J'ai envie de les mettre dans des scènes incroyables, de voir comment ils vont réagir, etc., etc. Donc pour moi c'est aussi ça montre quelqu'un qui drive beaucoup. Enfin, c'est-à-dire que à chaque partie, elle a plein d'idées en tête. Et moi, je me demande, on a tous un positionnement différent vis-à-vis de ça. Moi, j'ai plutôt tendance à essayer le moins possible de me dire il va se passer ça ce soir. Mais par contre, des fois, j'ai envie de pousser un truc. Et je pense qu'il y a peut-être des moments plus ou moins propices à faire ça. Donc, je vais commencer, puis tu compléteras si tu veux. Moi, je me dis, si j'ai une idée vraiment forte, le meilleur moment où je peux la mettre, c'est au début de la session. Parce qu'à partir du moment où les joueurs vont prendre des décisions, si j'essaye de forcer le fait que la super scène que j'ai envie de faire vivre arrive, d'une certaine manière, les décisions qu'ils vont prendre peuvent influencer un petit peu, mais je risque d'être dans un état d'esprit un peu à vouloir les diriger vers cette scène incroyable que j'ai absolument envie de voir. Et par exemple, je trouve que le début de session, que ce soit en campagne ou en one-shot d'ailleurs, c'est le meilleur moment pour faire la scène dont tu es sûr en fait. Enfin, tu es sûr qu'elle arrive parce que tu sais où sont les PJ, donc à ce moment-là, s'ils ont dit, tu vois, à la session précédente, on va aller au manoir de machin, bah je sais que ils vont aller au manoir de machin, ça c'est certain, et que je peux super bien préparer le manoir de machin, tandis que tout le reste, je vais moins le penser en scène en fait. Je vais plus le garder dans mon maelstrom d'idées. Le début de session, par contre, je trouve que c'est le meilleur moment pour faire ça et pour pas potentiellement ôter un petit peu la prise de décision aux joueurs et leur faire
une sorte d'enchaînement dans lequel ils sont pris, et justement, au bout d'un moment, ils peuvent se dire, bah, je sais pas trop comment réagir, moi, j'aurais voulu faire autrement, mais apparemment, on n'a pas le temps, donc vas-y, on va dans ta scène, etc., etc., tu vois. Est-ce que ça te parle? Alors ça me parle beaucoup. Je vais d'ailleurs pas du tout contredire, je vais rebondir dessus pour développer. Moi, je trouve qu'il y a deux termes qu'on peut utiliser. Il y a les scènes et il y a les séquences. Pas tout à fait pareil. Une séquence peut y avoir plusieurs scènes d'ailleurs dedans, mais elles sont pas forcément planifiées. Donc je m'explique. Ça peut arriver effectivement de planifier une scène, et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile en début de session. Je vais pas. Tu as dit pourquoi et je suis d'accord. Les séquences, c'est quand tu te dis bon bah là par exemple, oui, tu sais qu'il y a un événement qui va se produire. Ils vont se faire attaquer. D'accord. Tu peux prévoir des listes de choses qui pourraient se passer, des défis qui arriveraient pendant la séquence d'action, dans lesquels tu vas puiser, mais tu n'as pas prévu une scène, un déroulement de la scène. Tu as prévu une séquence, tu sais que ça va être de l'action, ils se font attaquer, et tu as prévu plein de petits enjeux que tu vas mettre au jugé. Des fois, tu vas aussi improviser, bien entendu, en fonction des actions des joueurs. Ça, c'est une séquence. La séquence, d'une certaine manière, elle est prévue, parce que tu sais qu'ils vont se faire attaquer, mais tu sais pas du tout comment ça va se dérouler. C'est un peu le flou artistique que tu laisses, et moi, je fais ça souvent pour les séquences d'action, justement pour ne pas me laisser influencer. Et j'ai des outils, et puis advienne que pourra. Il y a des scènes, alors chacun a sa manière de faire, et ça marchera pas pour tout le monde. Dans mes campagnes, je suis quelqu'un qui adore parfois m'inspirer, penser à des scènes, voire même les préparer, et des scènes très précises, sans forcément savoir comment le joueur, lui en face, va réagir, mais je m'imagine un truc ultra précis. Je la prépare, et je me dis, un jour, celle-là, je la glisserai. Je sais pas quand, je sais même pas si ça arrivera. C'est pas grave. Ça m'est arrivé plein de fois de jamais balancer une scène. Et un jour, les astres s'alignent et je la place, hop, l'air de rien. Ça a l'air tout à fait organique et ça peut super bien marcher. Maintenant, attention, et ça, je l'ai vu chez certains MJ, et c'est pas du tout quelque chose de négatif. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça sans se marier à la scène et après à vouloir absolument tout faire rentrer dedans et l'amener. Absolument. On peut avoir une idée très précise qui va servir un peu de phare vers lequel on va peut-être se diriger un moment ou s'inspirer. Mais si ça ne doit pas se produire, que c'est pas cohérent tout ça, il faut savoir s'en détacher et ne pas le faire. Alors, on va passer à la question suivante, laquelle on va faire. Alors, je marque celle-là avec un emoji qui me rappelle qu'elle a été traitée. C'est un peu le bordel. Ah, celle-là, tu vas adorer. Et puis, ça va me permettre de remplir ma cigarette électronique tranquillement. Oh là là. Elle est Aurais-tu des conseils pour dynamiser mes bastons qui se résument un peu trop? Ça me fait trop rire. Je te refais faire tes vidéos et puis ensuite j'interviens. Pour dynamiser mes bastons qui se résument un peu trop à lancer des dés, rater, recommencer, les rendre un peu plus pulp, tout en gardant un semblant de tactique quand même, défi, petits trucs supplémentaires. C'est une question à la fois très simple pour moi parce que je l'ai abordée en long, en large, en travers sur ma chaîne, et à la fois c'est compliqué parce que comment ne pas refaire ma vidéo d'1 heure qui est dédiée précisément à ce sujet-là. Donc écoute, tu pourras couper au montage si tu veux pas, mais première chose, allez voir ma vidéo qui s'appelle, je crois, comment dynamiser ses combats ou un truc comme ça, ou pour des combats dynamiques en jeu de rôle. C'est un atelier d'1 heure et je décortique absolument tout ce que moi je propose pour mes combats. Donc voilà, bon, ça c'est le premier point. Ça sera la version approfondie. Maintenant, comment faire pour... Attends, là tu me demandes un exercice de synthèse sur un sujet... Attends, ce que je te propose... Ouais. C'est, toi, pour ceux qui connaissent pas, les stats, c'est plus une approche très minimaliste, très narrative, tout ça. Et donc, du coup, je te propose de faire ton laïus, j'allais dire. Je suis vraiment une enflure. Ouais, t'es une ordure. Je savais que c'était un piège. Je le savais. Non, je te propose de... Parce que je vois, par exemple, il y a une histoire de un peu trop lancer les dés, rater, recommencer, et on n'a pas le système. Donc moi, si tu veux, je passe à la fin en voiture balai pour parler un peu de système. Et je pense après, pour le côté les rendre dynamiques, etc., il y a des conseils déjà plus universels, un peu de mise en scène, etc. Je te propose que tu commences par ça, ok? Ouais, d'accord. D'ailleurs, je pense que oui, je préfère les systèmes minimalistes parce que souvent le système va se mettre un peu en travers de la fluidité du combat. Peut-être même d'ailleurs d'une certaine manière de la tactique parce qu'on va vouloir coller aux règles et on va pas penser à la tactique vraiment narrative. Qu'est-ce qu'on ferait si on y était? On va dire qu'est-ce que je peux faire en termes de règles. Donc mon premier conseil, même si vous avez un système touffu, et on peut faire un combat qui dépote avec un système touffu. Moins bien, mais on peut quand même. Je pense qu'il faut quand même se détacher du système et penser d'abord à ce qui se passe dans l'imaginaire. Et ensuite, on essaye de faire coller le système à ce qu'on a décidé narrativement. Ça serait vraiment mon premier conseil.
Parce que là, il y a tout un champ des possibles qui s'ouvre. Ensuite, peut-être raisonner déjà un peu ce que je disais tout à l'heure, déjà raisonner en séquence quand même, ça va y avoir une séquence de combat. Et moi, ce que j'aime bien faire, donc on sait qu'il y en aura une, c'est me préparer un peu de matière sur ce qui peut arriver pendant cette séquence. Au lieu de dire, bon, bah, ils vont faire du 1 contre 1 et puis on va échanger des passes d'armes, j'essaie de le penser de manière cinématique. Qu'est-ce qui peut se passer dans le combat comme événement qui va phaser un peu le combat? À ce moment-là, il y a les renforts qui arrivent avec des cavaliers. À un moment, peut-être que je vais dire que le toit, il s'effondre parce que ça a commencé à cramer. Puis je le placerai quand je le juge propice. Plein d'idées comme ça, une boîte à outils, finalement, d'événements ou de situations. Donc, c'est pas des trucs scriptés. C'est des situations qui vont être soumises aux joueurs à des moments propices dans le combat. Et on planifie pas quand ces moments propices seront, puisqu'on peut pas le savoir. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, vous avez préparé des situations où vous êtes déjà en confiance. Vous dites, au pire, je vais puiser dans ma liste. Puis vous aurez des trucs qui vont vous venir pendant le combat. Et une fois que c'est lancé, comme ce sont des situations, donc des défis, moi j'appelle ça des défis aussi, les joueurs vont pouvoir dire, qu'est-ce que je fais? Il va y avoir des choix. Ça va pas juste, t'es en face de lui, tu fais quoi? Je le tape. Ok, donc il faut avoir des enjeux, des défis qui sont parallèles au combat lui-même. Un ami qui est en difficulté en marge du front principal, alors que toi, tu es dans le front principal. D'un autre côté, tu as le PJ d'à côté qui est en difficulté contre les 3 autres. Puis là-bas, le toit, il s'est effondré et tu sais qu'il y a les civils qui étaient dedans. Proposer un champ des possibles et le combat devient un ensemble de choix avec l'urgence du combat en plus. Et je pense que pour une réponse synthétique pour commencer, ça sera pas mal. Ouais, ça me semble plutôt pas mal. Moi, ça me fait ta manière de faire, ça me fait penser, je sais pas si tu vois ce que c'est dans le jeu vidéo, un QTE, ou Oui. un truc un peu, il y a un nouveau truc qui se passe. Bon, il s'agit pas d'appuyer à toute vitesse sur la touche. Ah, on a bien compris. Vas-y, super, tu vas super vite, tu réussis. Non. Mais il y a un peu un truc comme ça. Et j'aime bien cette idée, effectivement, que ce soit en préparant ou en l'improvisant, en fait. Souvent, on prépare pour avoir plus confiance. Et une fois qu'on l'a fait plusieurs fois, en fait, on a une sorte de répertoire, un petit peu de choses, tout ça. J'aime bien cette idée de penser, effectivement, plus loin. Qu'est-ce qui pourrait se passer comme événement même extérieur au combat, une punchline, n'importe quoi en fait, hein, qui puisse relancer un peu la scène, lui donner de la couleur, tout ça. Maintenant, si on parle de mécanique, je ne sais pas à quel jeu tu joues, Uop, je crois que c'était Uop qui pose la question, ouais, Uop. Je pense que pour ceux qui aiment les mécaniques, il y a des systèmes potentiellement qui vont mieux coller, enfin qui vont résoudre le problème dont tu parles, qui n'est pas un problème en soi. Si on est vraiment très très intéressé par la tactique, d'un point de vue presque jeu de plateau, j'ai envie de dire ici, le fait de rater, d'avoir la possibilité de rater des jets et tout, ça peut faire partie du thrill of the fight. Se dire, oh non, j'ai encore raté. Et genre, tu vois, aussi créer des moments un peu de connivence de joueur à joueur, putain, mais dans ce combat, j'ai pas touché une seule fois, c'est débile. Et puis d'en rire aussi, tu vois, les réactions sont pas toujours les mêmes pour les mêmes choses. Maintenant, moi, ce que je vois on lance beaucoup les dés, on rate, on recommence, etc., c'est que c'est des systèmes qui permettent de rater, tout simplement. Donc, comme ils permettent de rater, c'est des systèmes où potentiellement un tour de jeu ne va pas faire avancer la fiction. Ça veut pas dire qu'il va rien se passer. Il peut se passer une bonne tranche de rire parce que ça fait 4 fois d'affilée que je rate alors que j'ai 99% de chance de toucher, mais ça va pas faire avancer la fiction. Et ce que je me dis, c'est qu'il y a peut-être des jeux qui résolvent ce problème comme les jeux qui fonctionnent en passe d'armes ou les jeux qui fonctionne justement pas tellement avec des mécaniques spécifiques de combat, mais une mécanique comme un jeu powered by the Apocalypse. Pardon. Tu vois, où en fait, quand tu fais un jet dans un jeu powered by the Apocalypse, il ne se passe jamais rien. C'est soit une complication, soit une réussite avec complication, soit une réussite. Donc en fait, c'est pas un jeu où le jet de dés a un effet on-off. C'est un jeu où le jet de dés va envoyer la fiction dans différents sens. Et le deuxième truc que je vois aussi, c'est que dans ces systèmes où on peut rater, ou aussi il y a des grosses barres de points de vie très très abstraites en fait. Et on est en train de les ronger. Souvent les premiers tours de combat n'ont entre guillemets pas beaucoup d'enjeux. Parce qu'en fait, on s'enlève tous des points de vie, mais enlever des points de vie ne raconte pas grand-chose. Et du coup, on doit arriver avec renfort de description en disant « Oui, là, je pense que peut-être tu l'as touché à l'épaule, mais en fait, ça veut rien dire, parce que c'est juste qu'il a perdu des points de vie, ça ne change rien, en fait, mécaniquement. » Et c'est fatigant, des fois, en fait. Quand tu fais beaucoup de combats comme ça, t'as l'impression que tu décris pour décrire. Et donc, je pense qu'il y a aussi des jeux qui sont, je dirais pas plus mortels, mais où chaque jet de dés, en fait, a beaucoup plus d'impact. Et ça peut aussi faire sortir de ce pattern-là de combat. Si, par exemple, j'ai un jeu où à chaque coup, potentiellement, je vais détruire de l'équipement ou je vais infliger une blessure à mon adversaire, je sais qu'entre le tour 1 et le tour 2, la situation n'est plus la même. Au tour 2, la personne ne peut
par exemple, pu se servir de son bras gauche. Donc en fait, ce tour 1 était bien important, parce qu'au tour 2, mécaniquement et fictionnellement, les choses ont changé, quoi. Alors il y avait dans la question un petit truc, c'était en rendant le combat un peu plus pulp. Est-ce que ça te parle, toi, les stats, peut-être, pour essayer d'être exhaustif? Je sais pas si ce pulp, c'était juste, tu vois, un petit moyen de préciser la question, ou s'il y avait vraiment l'intention de vouloir rendre la chose plus pulp. Alors, c'est pas grave, parce que même sans avoir cette précision, il y a un truc dont je voulais parler, peut s'appliquer à ça en plus. Ça tombe bien, même si c'était pas l'objectif direct. Je voudrais juste quand même, si tu m'autorises, revenir un peu en arrière. Tout ce que tu as dit sur les mécaniques, moi en fait, je suis quand même d'accord. Tu vois, je suis pas un gros fan de mécanique parce que moi, je préfère arbitrer plutôt que me reposer sur une mécanique. Mais ce que tu as dit est tout à fait vrai. Mais le système du oui mais, du truc, ça peut très bien marcher, donc j'appuie ça. Ce système-là de se reposer sur la mécanique, ça va se reposer sur un jet de dés. Paradoxalement, je trouve que c'est plus du QTE, entre guillemets, parce que tu vas rester sur une seule ligne, que ce que je proposais précédemment. Je voudrais quand même préciser, j'ai compris pourquoi tu faisais référence au QTE, tu proposes 3 avenues, 3 voies, potentiellement, ou 2 ou 4, on s'en fout. Il y a quand même une différence majeure. Le QTE, c'est extrêmement précis. Souvent, c'est binaire. Fais ça ou ça ou ça. C'est pas tout à fait ce que je suggérais. Je dis pas, tiens, tu peux faire ça, ça ou ça. Je présente 3 nouvelles situations. Par définition, une situation, elle peut se résoudre de plein de manières. Donc, non seulement tu as 3 situations qui apparaissent, ou 3 choses, 3 caractéristiques qui apparaissent dans le combat. Mais en plus, non seulement tu peux choisir de t'atteler à l'une ou l'autre, mais en plus, potentiellement, pour s'y atteler, il y a plein de moyens de le faire. Donc, l'objectif de ça, et je termine là-dessus sur ce point précis, c'est que pendant le combat, on peut continuer à ouvrir le champ des possibles, de sorte qu'en plus, le combat il devient de plus en plus ouvert et de plus en plus imprévisible, ce qui est génial. Je sais pas comment ça va se goupiller. Et puis, pendant que les joueurs s'attellent finalement à telle voie, de telle manière, le truc qu'ils ont laissé là-bas se poursuit, mais d'un côté, peut-être qu'ils ont choisi d'agir d'une manière qui va quand même avoir une influence sur le truc là-bas. On ouvre. Donc c'est une ouverture perpétuelle du combat que je prône pour augmenter les possibilités des joueurs. Voilà. Je me permets une question, donc c'est une divergence totale, on ne répond plus à la question. C'est une question plus comme ça. Je sais que toi tu joues avec un système, une règle, peut-être, un osselet qui s'appelle décimation. Et je me posais la question hier, justement, on parlait avec Cortex et tout, et je sais plus comment on est arrivé à parler de ça. Je me demandais, tu vois, moi, j'ai pas mal joué comme ça aussi. 2d6 plus bullshit, nanana et tout. Ouais. Et en ce moment, j'en reviens un peu. Et un des trucs qui me frustre là-dedans, que ce soit en tant que joueur ou en tant que MJ, en fait, je m'en suis rendu compte, c'est que à tout moment, voilà, je dois arbitrer. Et il y a des trucs que j'aime bien arbitrer, des trucs que j'aime pas arbitrer. Et je vais te mettre dans une situation, j'aimerais bien, je sais pas si c'est très facile, mais que tu me dises dans quel état d'esprit toi t'es à ce moment-là. Admettons, je suis dans une partie de décimation, enfin, genre, je suis dans une de tes campagnes, et toi, tu as un adversaire qui est très très puissant. Par exemple, un PNJ, genre que tu imagines comme une machine de guerre. J'avais écouté les tout premiers épisodes de ton dernier Actual Play, donc je pense que c'est pour ça qu'on parlait de cet exemple-là avec Cortex. Je suis face, genre, entre guillemets, à Gregor Clegane, tu vois. Et voilà, moi j'ai absolument envie de l'affronter. Et en fait, je me demande quelle est la place dans ce genre de scène pour que moi, en tant que joueur, je sache en fait quelles sont mes chances de le battre. Tu vois ce que je veux dire? Comment on gère ça? Admettons, je dis, je m'attaque à Gregor Clegane et là tu me fais, tu devras obtenir un 9-10 sur ton jet de dés, tu vois, je dis n'importe quoi. Et j'obtiens 9-10. Probablement tu vas me dire que je le blesse et tu vas rajouter un nouvel événement et ensuite, moi, admettons, je dis, je veux continuer de le taper, en fait, parce que moi, mon but, c'était de le tuer, tu vois. Est-ce que est-ce que c'est que du feeling? Et du coup, moi, potentiellement, en tant que joueur, tu vois, je peux me dire, ça m'énerve, parce qu'en fait, j'ai envie de l'affronter, de savoir quelles sont les chances de l'affronter, de sentir que je suis en train de faire un gambling, tu vois, mais dont je connais vraiment l'enjeu au moment où je jette le dé. Si je sais pas quelle est la conséquence positive ou la conséquence négative exacte, d'une certaine manière, ça me gêne. Et ça me gêne aussi en tant que MJ, tu vois. Parce que quand je fais... je pense à un scénario que j'ai fait jouer il y a pas longtemps où il y avait une sorte de robot dans une station sous-marine. Et un de mes joueurs, il se retourne contre le robot, tu vois, et il essaye de le neutraliser. Et en fait, comme on est dans une sorte de flou artistique, à chaque jet de dé, je me dis, est-ce que ce jet de dé devrait lui permettre d'arriver au bout du robot ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je vais te répondre, mais je n'ai pas oublié la question de comment rendre plus pulp. Je répondrai à celle-là aussi. Je n'ai pas oublié. Ça va être très facile de répondre à ta question pour une raison simple, c'est que l'exemple que tu m'as donné, c'est vraiment drôle, c'est l'exemple type que j'utilisais
quand il y a longtemps, je voulais expliquer comment on pouvait jouer sans dés. Alors, en plus, je ne le préfère pas, hein, j'aime les dés, mais je trouvais qu'un exercice pour se former au système minimaliste, c'était de tenter avec la narration pure. Et je donnais cet exemple. Comment faire quand tu es contre une machine de guerre pour ne pas tuer le joueur comme ça sans lui avoir dit? Donc, c'est l'exemple type. Donc, j'ai déjà donné cet exemple, c'est très facile. Il y a deux cas de figure. Soit le joueur, il rencontre Gregor Clegane pour la première fois, il l'a jamais vu se battre. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est un monstre en armure qui a l'air balèze, mais il l'a jamais vu. Donc, effectivement, si lui-même est un bon combattant, il n'y a rien qui lui dit qu'il a aucune chance, par exemple. Donc déjà, moi, en tant que MJ, je me pose la question, dans de l'arbitrage pur. Est-ce qu'il a une chance en combat loyal 1 contre 1? Je le décide dans ma tête. Si j'ai envie qu'il ait aucune chance, pour X ou Y raison, imagine que Clegane, c'est pas Clegane, en fait, c'est un, je sais pas moi, c'est un Dragonborn, c'est tout ce que tu veux, un truc, c'est tout à fait cohérent qu'il ait pas une chance. Ça arrive, hein. Si demain je vais contre un combattant de MMA professionnel en 1 contre 1, je n'ai littéralement aucune chance. S'il a aucune chance, ben, il va l'affronter, il y va. Je vais pas lui faire jeter de dés. Déjà, première indication, mais je vais pas le tuer d'un coup. L'autre va jouer avec lui, ou il va lui foutre un énorme, il va lui prendre sa main, la tordre, lui foutre un coup de pied dans le bide, il va tomber. Je vais décrire la narration comme ça. Tu sens le goût du sang, tu t'es mordu la lèvre, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? J'y retourne, je suis plein de rage, je prends un truc. Ok, t'y retournes. Je suis un peu plus violent cette fois. Je vais cogner plus fort. Au bout d'un moment, je vais peut-être lui péter un genou, j'en sais rien. Lui, il va peut-être être créatif soudainement. Il va peut-être dire, bah là, je suis en train de ramper et tout, je vois s'il n'y a pas un caillou, et je fais celui qui est à demi inconscient, et dès qu'il arrive, je lui fous dans la gueule. Peut-être qu'à ce moment, je vais me dire, tiens, créatif le mec, je vais peut-être lui laisser une chance cette fois. Là, je vais lui faire jeter les dés, je vais dire, écoute, t'as quand même bien morflé, difficulté 9, mais t'as été intelligent, donc t'as avantage, lance 2 dés. Et là, je me dis, s'il réussit, il faut absolument qu'il y ait une conséquence vertueuse, il faut pas que ce soit factice. Et bah, Gregor Clegane, il va se prendre la pierre en plein dans la tempe, il va tomber par terre et ça va lui donner une opportunité. Qu'est-ce que tu fais? T'as constaté qu'il était plus balèze que toi, t'as peut-être une ouverture quand même. Que fais-tu? À ce stade-là, le joueur, il a conscience de ce à quoi il est confronté et maintenant il est responsable de ses choix. L'autre exemple, ça va aller beaucoup plus vite, t'inquiète pas. J'ai déjà fait l'exposition de ce PNJ. J'ai déjà montré que c'était une brutasse ultime. Par narration, je sais pas, moi, il y a 3 chevaliers qui l'ont affronté en même temps et il les a déglingués. Là, il y a des indices quand même. Alors, je dis pas que je vais le tuer en une fois quand même s'il a pas capté le truc, mais normalement, l'exposition aura servi pour montrer que peut-être il va falloir y aller différemment avec un énorme avantage. Voilà, en gros, comment je m'y prendrais. Ok. J'avoue que, bon, voilà, moi ça me satisfait pas vraiment, mais ok, c'est déjà un petit peu plus clair. En fait, j'ai vraiment j'apprécie de plus en plus, tu vois. Je reviens à la mécanique en fait en ce moment. Tu vois, j'ai toujours ce sentiment. Ok, il m'a mis une claque, j'ai bien compris. Le PNJ est très fort, tu vois. Maintenant, moi j'ai rien pour me défendre en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien pour me défendre face à ce PNJ et j'aime bien me dire, ok, moi j'ai quand même 25% en combat, tu vois, une chance sur 4 de faire un truc et jouer en sachant ça, tu vois. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, finalement, on fait la même chose. On faisait la même chose, c'est ce que je faisais, mais on n'en tire pas la même satisfaction. Mais ça, c'est deux styles en fait. Regarde, si je peux me permettre de rebondir quand même là-dessus. Tu dis j'ai 25%, tout ça. En fait, c'est là, je pense que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui compte le plus? La cohérence narrative, c'est-à-dire vraiment de ce qui est en train de se passer dans l'action, ou ce qu'il y a le 25% sur ta fiche? C'est pour ça que j'aime pas les systèmes AD100 qui te donnent une chance quoi qu'il arrive. Même exemple que tout à l'heure, si demain je te mets dans une cage contre John Jones, qui est le meilleur de tous les temps quasiment, ou sûr en MMA, tu n'as littéralement aucune chance. Et c'est pas être méchant que de le dire. T'as beau avoir je sais pas quoi sur ta fiche ou quoi, tu peux pas réussir. Sur ma fiche, j'arrive devant John Jones avec ma fiche de personnage. Je fais eh oh. Mais tu vois le truc, en fait c'est ça. Et même avec des règles telles que tu les utilises. Si, prenons l'exemple extrême, t'as un dragon en face de ton PJ niveau 1. T'as beau avoir des règles, même en appliquant les règles, il n'a aucune chance. Donc ça revient exactement au même. Tu fais les mêmes choix quand il y a des règles, sauf que tu choisis de créer ton dragon et de lui mettre des caractéristiques qui font que tes joueurs n'ont mécaniquement aucune chance. C'est la même chose qu'arbitrer qu'ils ont aucune chance sans avoir de règles. C'est exactement pareil. Bah justement, je trouve pas. Mais après, on va s'arrêter là. Ça tombe, ce sera notre conversation post-vidéo. Le pulp. Ça va quand même ressembler à ce que j'ai décrit, donc ça va faciliter et écourter la réponse. L'exemple que j'ai donné peut s'appliquer, augmenter le temps narratif qu'il va y avoir entre les jets de dés. En plus, la personne disait que il ou elle, je sais plus, faisait jeter trop les dés, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est-à-dire s'autoriser
à décrire des actions sans qu'on jette les dés. Je reprends l'exemple que je disais tout à l'heure. Tu as tapé le gars, tu as peut-être fait un premier jet de dés, très bien. Et puis, une fois que ce jet de dés il est parti, bah, je décris très bien, tu le blesses à l'épaule, mais il t'attrape à la gorge. Je fais pas faire un jet de dés pour vérifier qu'il réussit à t'attraper à la gorge. Il t'attrape à la gorge, il te repousse, tu tombes sur le cul, qu'est-ce que tu fais? Je me relève, je reprends une pierre, je lui balance, d'accord? Tu prends la pierre, tu lui balances, il la prend dans la tête, tu vois, il se met à saigner, il se met à cracher par terre, il arrive, et on se décrit une sorte de passe d'armes comme ça, qui va pas avoir forcément des enjeux mécaniques très forts, parce que là, il va pas t'arracher un bras comme ça, quoi, ça serait pas juste, mais ça va déplacer l'action, ça va donner du mouvement, il va vraiment se passer des choses, on essaie d'être cohérent, et puis au bout d'un moment, dans cette passe d'armes, on va voir un moment où on se dit, tiens, là, ça peut basculer d'une manière ou d'une autre. Là, on redemande un jet de dés. Ce que ça va faire, c'est que ça va fluidifier énormément. Ça va donner plus d'espace à la narration et paradoxalement, ça va dynamiser. Parce que c'est ça, en fait. Faire moins de jets de dés, c'est pas juste écourter les combats. C'est pas ça, en fait, le vrai enjeu. Faire moins de jets de dés, c'est laisser plus de place au narratif et à ce qui se passe concrètement dans le combat. Yes, et aussi, mais ça nécessite que les jets de dés aient beaucoup d'impact. En fait, tu pourrais faire ça, mais si le jet de dés est un peu inconséquent, de la même façon, ça reviendrait au même que de jeter des dés et on se touche pas. Parce qu'en fait, tu vois, quand je fais un jet de dés pour savoir si je touche mon adversaire dans un truc à la Donjon et Dragon, je dis n'importe quoi, tu vois, je pourrais décrire que je rate et tout. En fait, le problème, c'est que ce jet de dés, comment expliquer? Chaque jet de dés, pour moi, ça devrait être, dans l'idéal, une sorte de point de bascule. Et à partir du moment où chaque jet de dés est un point de bascule, comme tu dis, tu peux décrire autant de machins que tu veux entre chaque jet de dés. Tu sais juste que c'est au moment du jet de dés qu'est le point de bascule. Donc c'est comme si tu regardais un film et qu'à un moment tu vois les combattants, je dis n'importe quoi, caméra aérienne, ils se mettent des coups dans tous les sens, tu vois. On sait presque instinctivement dans un film qu'à ce moment-là c'est que du spectacle. Et à un moment il y a un truc plus proche du visage, ou bien tu vois un zoom sur la main du mec qui prend son couteau à sa ceinture qu'il avait gardé depuis le début, et c'est à ce moment-là que tu te dis oula, il va peut-être lui foutre un coup de couteau inattendu, et là on va passer à ça va faire basculer la scène dans un sens ou dans un autre, quoi. C'est un peu réussir à identifier comme ça le point de bascule. Ouais. Je suis d'accord. Après, pour le coup, c'est marrant, mais pondérer ça, tu peux avoir un système, je dis n'importe quoi, un système de points de vie, par exemple. Si quand tu touches, t'enlèves 10 points de vie au mec et qu'il en a que 40, même si il n'y a pas d'effet narratif visible, je prends un peu contre ma paroisse là, mais bah, ça va, c'est conséquent. Ok, t'as fait un coup, 10 points de vie en moins, ça fait mal. En revanche, effectivement, si tu peux avoir des jets de dés où en fait il y a 0 point de vie enlevé, ou un seul ou deux, bah là je vais être un peu direct, ça c'est du système de merde. Il ne devrait pas pour moi les systèmes où le jet de dés il est inconséquent au point d'être presque intangible, en fait il n'a pas lieu d'être. Et ça c'est indépendant du minimalisme ou de l'envie d'avoir du narratif. Je comprends pas vraiment l'intérêt, quel que soit ce qu'on cherche à faire, d'un jet de dés qui n'a pas ou très 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 peu d'effet. Je vois vraiment pas l'intérêt. Ouais, je suis un peu sur la même ligne à ce niveau-là. Je te propose qu'on passe à la dernière question. Oui. J'aime bien finir par la pire question, dans le sens la question la plus métaphysique. Oh là là. Et alors, où est-ce qu'elle est? Je l'ai vue. Ok, je vais la copier-coller au cas où, et je vais la lire à voix haute. Des conseils et des astuces pour garder la flamme sur une longue campagne, que ce soit côté PJ ou MJ, c'est sûrement très dépendant des individus. Garder la flamme, garder l'intérêt, la motivation, l'envie de jouer, de découvrir, de s'investir. C'est Eletorn qui pose la question. On te salue, Eletorn. Ah, Eletorn. Salut à toi. On a discuté un petit peu et ouais. Bah écoute, malheureusement, Eletorn, je suis pas trop confronté à la perte de flamme, donc je vais pas vraiment te parler d'expérience. Alors il y a peut-être une exception quand même. J'ai pas vraiment de problème à garder la motivation dans une campagne. Hors facteur et ça m'est arrivé d'ailleurs récemment, on sent qu'il y a un malaise dans le groupe, il y a un joueur qui est plus trop motivé. Ça peut me faire perdre la flamme, surtout si on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y a un truc qui va pas, ça peut me gonfler. Mais c'est pas tant une lassitude de la campagne. Si les choses roulent, je suis toujours hyper motivé en fait. Et j'ai l'impression que mes joueurs en campagne, j'ai pas trop cette sensation-là. Et je pense que, ça va être une réponse hasardeuse, ça va un petit peu faire la boucle avec la première intervenante qui posait les questions. C'est quand on a en réserve des trucs intenses, qu'on met des situations qui créent en retour des actions ouvertes des joueurs qui vont générer du jeu, et qu'il y a toujours un truc, que ça avance. Regardez ma vidéo sur jouer en avançant. En fait, on a l'impression qu'il y a toujours quelque chose de nouveau dans le sens où ça progresse. L'histoire avec un grand H, les relations entre personnages,
l'intrigue, il y a des événements externes qui viennent percuter tout ça, il y a toujours du mouvement. Et ben, je trouve que ça nourrit la flamme, c'est de l'oxygène pour le feu. Là où le plus grand ennemi justement de cette flamme, ça va être la stagnation de l'histoire avec la grand H. Un grand H, c'est-à-dire pas l'intrigue, hein, l'histoire au sens large du terme. Si pendant 3-4 sessions, on se rend compte qu'au final, pas grand-chose a évolué, bah, ça peut créer de la lassitude. Donc à mon avis, c'est ça, qui est toujours quelque chose de palpitant, qui est souvent qui a un problème qui intervienne à un moment. Les problèmes, c'est les frictions et les problèmes en jeu de rôle, c'est ce qui nourrit l'histoire. Donc c'est de toujours en avoir en réserve. S'ils se créent pas d'eux-mêmes, c'est de pouvoir parfois réinjecter ce petit truc. Je suis vraiment navré, peut-être que tu vas pouvoir m'aider à étendre le sujet, Hugo, mais Ouais, est-ce que... Deux questions. Est-ce que en tant que joueur, c'est pareil, genre tu as la flamme, tu t'inscris à une campagne en fait, juste tu kiffes toujours. Et est-ce que là tu as parlé, tu vois, en tant que MJ, on va dire un peu, de moyens de maintenir la flamme, entre guillemets, tu vois, de réfléchir à la suite, faire avancer, etc. etc. Est-ce que tu as les mêmes armes en tant que joueur? Parce que tu vois, très souvent, on met entre les mains du MJ toutes les responsabilités, tandis que je pense que les joueurs ont aussi une grosse part de responsabilité sur le fait j'ai pas vu ta vidéo, mais de jouer en avançant, ou d'exprimer leurs besoins et les trucs qui les gênent, pour que justement, par exemple, je réponds un peu à la question, mais ensuite, je te laisserai reprendre. Moi, j'ai la sensation que les campagnes qui marchent vraiment bien, bon, déjà, il y a un facteur humain, genre de feeling, de vibe, et genre, on pourrait faire le tour du pot 150 ans, c'est les problèmes de l'humanité, ok? Donc, on va éviter ce truc-là. Et après, une fois qu'on a l'impression voilà, d'être avec des gens avec qui on s'amuse bien, des fois il y a des hauts et des bas. Et quand on est dans les bas, bah parfois la culture jeu de rôle, c'est un peu de dire ouais, le MJ il devrait faire ceci, faire cela, et des fois c'est pas exprimé et tout ça. Et moi j'ai le sentiment qu'en fait ce qui fait que les campagnes durent et restent intéressantes, c'est aussi quand on arrive à prolonger la campagne via des conversations autour du jeu de rôle déjà. Tu sais, quand t'as vraiment la sensation on joue, puis ensuite on se sépare, et on rejoue, et on se sépare, et qu'on n'a pas ces conversations genre « Ah, ça j'ai bien aimé, ça j'ai pas aimé. Ah, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire ça? Ah, cette règle-là, je la change. Vous trouvez pas que elle commence à être un peu nulle? Ah, et cette règle-là, ah, est-ce que mon personnage, ceci, cela ?» En fait, que on prolonge l'expérience, il y a une sorte d'émulsion, et on essaye tous, on participe tous en fait à raviver la flamme de la campagne, en fait, tu vois, à remettre notre petite bûche, notre petit machin, et pas à attendre, tu vois. Parce que ça épuise potentiellement le MJ, tout comme un joueur peut se sentir épuisé par une campagne quand il a l'impression que ce qu'il fait c'est inconséquent. Le MJ peut être épuisé au bout d'un moment d'être toujours le moteur, de tirer les joueurs, et que à la fin, quand ils disent vous avez aimé, bah ils disent bah oui c'était bien, ou alors ils disent oh bof, j'ai pas trop aimé ça, mais tu sais sans apporter de solution. Je pense qu'il y a une sorte de conversation qui fait que on contribue tous à ce que la campagne elle soit toujours motivante en fait. Ok, bah, tu m'as bien aidé là, parce que en fait, je pense que j'ai lu sa question ou je l'ai entendu avec un biais. Souvent, quand les gens me disent ça, classe, tout ça, c'est parce qu'ils disent qu'ils ont du mal à trouver, à garder un intérêt pour un même sujet longtemps, sujet de jeu de rôle. Donc je l'ai pris comme ça en fait, et je savais pas trop comment répondre à ça parce que j'ai pas ce problème. En revanche, là on est sur une autre dynamique et j'ai eu cette expérience. Écoute, je sais pas si ça sera utile. Je propose de donner l'anecdote. J'avais prévu d'en parler dans une vidéo dédiée, mais je vais le faire là. Il m'est arrivé ça sur ma campagne en cours, qui pourtant là, qui nous ravit au point où on en est là. Et il y a eu un moment où ça m'était pas souvent arrivé hein, d'ailleurs. Pour être honnête, il y a un moment j'en avais vraiment marre et j'avais envie d'arrêter. Pourtant, je pense pas que ça se sente d'ailleurs dans les actuels plays, encore que j'en avais marre. Et moi, il y a une raison en tant que MJ d'abord, je te dirais en tant que joueur, c'est pas du tout les mêmes raisons qui me font me lasser ou perdre la flamme. Quand je sens qu'il y a effectivement, tu l'as dit, qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas, un problème d'enthousiasme. J'ai besoin de savoir, moi, que les joueurs s'amusent, que ouais, ça leur plaît, qu'il n'y a pas de problème, justement. Et si on a, je veux le savoir pour corriger le tir. Ça, tu as tout à fait raison. Je pense qu'il y a une communication à avoir. Et j'avais un joueur qui jouait avec moi depuis un bout de temps en plus. Hein. On avait déjà eu discuté, tout ça. Il gère assez mal la tension, la pression en jeu et le fait que ses décisions vont avoir un impact. Il a peur de se planter et de foutre tout le monde dans la merde. On en avait longuement discuté, il n'y a rien à faire, il ne pouvait pas se départir de ça. Et moi, toutes mes campagnes, c'est que ça. De la tension, des décisions et tout. Bon. Il a joué 2 campagnes avec moi, hein, quand même. Mais plusieurs fois, il s'était posé la question, est-ce que je continue tout ça? Et là, il disait rien. Et il y avait un truc, l'ambiance autour de la table était plus pareille. Et ça a créé une sorte d'effet pervers, c'est que tout le monde se posait la question. Il y a une joueuse qui, elle, pensait que cette ambiance, c'était le groupe, les autres, qui n'aimaient pas ce qui se passait. Alors que c'était une personne, mais
se dire, en fait, ils aiment pas ce passage-là, donc faudrait aller vite, mais c'est embêtant parce que moi j'aime bien, mais donc c'est tout, tant pis, je vais pas le faire non plus parce que... Et il y a une sorte d'enchaînement de quiproquos où tout le monde s'est posé les questions. Et là, à un moment, j'ai mis les pieds dans le plat parce que j'étais sur le point de dire, écoutez, là, moi, terminé, quoi. J'en ai marre, j'investis pas de temps pour ça. J'ai mis ça de manière globale. Et c'est le joueur concerné. Bon, je dis pas que c'était la faute intrinsèque, hein, mais il disait rien. Il est venu m'en parler et m'a dit, écoute, j'ai envie d'arrêter pour les raisons que je viens de te donner. Et ce que je vais dire est peut-être un peu horrible, mais en fait, je pense que ça a soulagé tout le monde après, y compris lui. Il était stressé tout le temps, hein. Il dit, c'est sûr. ventre et tout ça. Hein, là. Et une fois que donc on a arrangé son départ, en toute cordialité, tout ça, narrativement aussi, tout ça. Et c'est vrai que ça a enlevé une énorme lourdeur. Pour lui, c'est sûr, parce qu'il a plus l'attention. Et nous, en fait, ça y est, on s'est reconnecté sur le truc. Tout est redevenu plus clair. Quand il y en a qui disent « Ah, ça m'a frustré, machin », on est revenu dans le truc classique. Et donc, depuis, ça tourne. Mais les non-dits dans une campagne, la peur de pas vouloir dire ce qu'on pense, terrible. Et ça aurait pu mettre fin à la campagne par mon initiative, en plus, hein, ce qui est assez hallucinant, parce que j'ai travaillé dessus. Mais voilà pour l'anecdote. Donc, ouais, discuter. Ouais, surtout que moi, j'ai un peu Enfin, moi, ça m'arrive plus souvent qu'à toi, je pense, notamment parce que on suit pas forcément toujours. Tu vois, il y a des, j'ai un peu une théorie pourrie que tu vois, t'as des MJ genre ils ont un mode et ils essayent de faire ça toujours et de le perfectionner tout ça. Et puis t'en as qui vont potentiellement pour ceux dans la même démarche, hein, moi, tu vois, j'ai pas l'impression de faire les choses juste pour expérimenter et tout. Genre, j'aime bien, en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais un truc quand même assez différent, j'apprends plein de trucs, quoi. Et sauf que des fois, j'ai des phases où je n'arrive pas à mettre le doigt sur le truc, tu vois, je suis long à la détente. Et donc, en fait, j'enchaîne les expérimentations. Et dans ces moments-là, par exemple, si je reste avec le même groupe de joueurs, ils subissent un peu. Parce qu'en fait, ils sont juste là en mode la dernière fois, on avait fait ça, ça avait bien marché, pourquoi on fait pas la même chose? Moi, je suis en mode mais non. Ou des fois, c'est ma propre. Je réalise la même chose. C'est-à-dire que je viens de finir une campagne, je me dis, ouais, c'était trop bien. Et je me dis, on refait la même chose. Et en fait, on refait la même chose. On sait très bien que ça va pas être la même chose, mais vous avez compris, même philosophie de jeu, même règles, même. Voilà, il y a beaucoup de paramètres qui restent les mêmes. Et en fait, les gens, eux, ils ont plus la flamme pour ça. Et c'est une conversation que. Je pense que c'est une conversation que j'ai quand même assez fréquemment. C'est ce côté. C'est pas si facile de te retrouver à une table où tout le monde vient pour la même chose et tout de suite aligné dès le départ. Je crois que ça n'arrive quasiment jamais. Souvent, ça demande un certain temps d'apprendre à connaître les gens et à réussir à être sur la même longueur d'onde. Ce qui m'arrivait souvent, et je lutte contre ça, tu vois, c'est le problème de la première impression aussi. Parce que des fois, tu démarres une campagne, c'est légèrement à côté du sujet de la flamme, mais je trouve que c'est quand même un peu corrélé. Tu démarres une campagne et la première session, tu te dis « Oula, c'est pas ce que je pensais, mais on s'est dit qu'on allait faire une campagne. » Et à ce moment-là, je pense que il faut tout de suite ouvrir la conversation et essayer de comprendre ce qui va pas et mettre des mots dessus. Parce que ça m'est arrivé plein de fois. Première session d'une campagne, je dis bon alors comment ça s'est passé? Tout le monde dit ah c'était trop bien. Et moi je me dis oh, j'ai pas envie de jouer la suite. Tu vois? Et c'est horrible. Enfin je sais pas si tu peux si t'as. Non, moi, ça m'est jamais arrivé comme ça. En général, quand les joueurs me disent c'est trop bien, j'ai rarement eu une dissonance où eux ont dit que c'était trop bien et moi j'avais pas apprécié. J'ai pu être beaucoup plus critique qu'eux, par exemple, sur moi-même, tout ça. Enfin, moi, je critique toujours mes propres sessions pour en sortir quelque chose. Mais ça n'a jamais été drastiquement opposé. Jamais ils m'ont dit, ah, c'était génial, et moi, j'ai trouvé ça nul à chier. C'est quand même assez rare, soyons honnêtes. Mais je vais quand même, c'est un peu différent. Moi, ça s'est pas passé forcément au début de la campagne. Il y a un autre élément qui s'est associé à celui que j'ai décrit précédemment en même temps. Donc, c'est la combinaison des deux, je pense, qui a créé une sorte de problématique. Et je vais en parler parce que ça se ressemble. J'ai lancé une campagne avec une proposition en termes d'esthétique, de thématique, de quoi ça allait parler, même de la zone de la carte où ça allait se passer. Donc, tout le monde attendait ça. Et pour diverses raisons dans lesquelles je n'entrerai pas là, la première session se passe complètement ailleurs du cadre de jeu qu'on a prévu, en soit pas un souci. Puis j'ai voulu jouer le voyage, mais pas forcément très longtemps, ça devait prendre une session, ça a pris plus. Et il s'est passé un truc à un moment, pendant ce voyage, sur la fin du voyage, donc on arrivait à peu près dans les temps, dans le cadre prévu à la campagne. Et là, les choix des joueurs font que j'aurais pu forcer un peu le truc sans que ce soit trop brutal d'ailleurs pour pas rentrer là-dedans, mais j'ai fait ce qu'on prône en général. J'ai suivi les réactions des joueurs et j'ai mis les conséquences avec. Et finalement, il y a un endroit qui devait être une étape extrêmement courte. Ils se sont enlisés dedans. Mais je me suis dit, moi, ça peut être intéressant. Ça a créé des enjeux. En gros, ils ont
des PNJ proches d'eux qui ont été pris en otage, qui les ont gardés un peu dans cette zone intermédiaire. Et la campagne, donc, cette phase-là, a pris beaucoup plus de sessions. C'était pas inintéressant du tout, c'était sympa, mais c'était pas du tout le thème de la campagne que tout le monde attendait. Et là, il y a eu c'était pas tes attentes à toi non plus, peut-être. Alors moi, ça m'a pas gêné, justement, c'est là où je vais être honnête. Moi, sur le coup, ça m'a pas gêné. Et j'ai commencé à être pris de doute, mais est-ce que eux, ça les gêne pas que ça soit comme ça? D'un côté, je les ai suivis, donc j'ai pris en compte leur choix, tout ça. Est-ce que j'aurais pas dû faire en sorte que on passe quand même rapidement dessus? À refaire, peut-être que d'ailleurs, c'est ce que j'aurais fait, hein, pour être transparent. C'était bien. C'était tout à fait le genre de truc qu'on aime jouer autour de la table, mais c'était pas du tout la thématique prévue et tout le monde attendait aussi qu'on aille là-bas. Tu vois, c'est assez, C'est difficile. assez étrange. C'est difficile comme conversation. En gros, tu vois, je peux le dire, la campagne devait se passer pour faire ultra simplifié, dans un milieu hostile qui s'appelle le Bourbier, type marécage, machin, tout ça. Donc on se dirige vers là-bas. Il y a une étape avant de prendre le bateau pour y aller, qui est une ville qui connaissent des campagnes d'avant. Je voulais faire des clins d'œil et tout. Ça doit durer un quart de session normalement. 3 sessions ou 4 sessions, je crois, liées dans cette ville, sans arriver dans le marécage, dans les thématiques prévues. Tu vois ce que je veux dire? Du jeu urbain avec des factions, des machins. Et je pense que ça, c'est typiquement les conversations. Tu peux, tu vois, essayer de le faire, j'ai pas le terme, sans en parler. Comme si c'était un non-sujet. En fait, c'est juste, ouais, on suit vos choix. Mais en fait, comment expliquer? Moi, je prône plutôt, genre, le fait de privilégier, tu vois, les décisions des joueurs, etc., de suivre tout ça. Mais ça veut pas dire que c'est un non-sujet. Tu vois, que genre, je peux pas, moi, dire, je sais pas. J'ai un exemple très courant. Très souvent, il y a des joueurs, à un moment donné d'une campagne, ils veulent avoir une sorte de petit chez eux, tu vois. Ils disent, moi, je voudrais avoir une auberge, un machin et tout. Et en fait, moi, je me dis, mais j'ai pas d'idée de truc à jouer là-dedans. C'est pas ce qui m'intéresse. Je veux l'aventure, etc. Et tu vois, il y a 2 choix possibles. Enfin, il y en a même 3. Il y a dire, non, c'est pas ça qu'on va faire. Pourquoi pas. Il y a dire d'accord, mais ne pas parler du fait que moi ça m'intéresse pas. Et du coup, faire que ça dure 15 minutes et au bout d'un moment, l'auberge elle se fait tout de suite attaquer, tu vois, genre en mode ok, vous installez une auberge. 6 mois plus tard, des bandits arrivent et détruisent l'auberge. Alors, on fait quoi maintenant, tu vois? Et genre, en gros, c'est nul. Ou alors, il y a ouvrir vraiment une conversation HRP qui, je pense, en fait, fait partie de l'expérience de la campagne, tu vois, de se dire, ok, vous voulez vraiment vous installer en ville et commencer à essayer de mettre en place un business et tout. Qu'est-ce que vous imaginez? Pourquoi vous avez envie de jouer ça? Et en fait, ça crée, je pense, des conversations intéressantes et qui peuvent prolonger la flamme. Parce que si je disais rien, en fait, il y a une 4e possibilité, c'est de subir. C'est de dire, ah bah oui, la liberté, bien sûr. Donc vous installez dans une auberge, premier jour, il y a que 2 clients, qu'est-ce que vous faites? Oh bah on va faire une campagne marketing. Ah bah d'accord, vous allez chez un, je sais pas, tu vois. Et genre, être un MJ qui se fait juste laver, quoi. Tu vois? Mais ça, à la limite, si tu le prépares en amont, tu vois, ça, pour moi, c'est en amont de la proposition. C'est pas trop compliqué à éviter ça honnêtement. Mais tu vois, l'exemple que j'ai donné, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut en discuter. Sauf que quand tu l'as pas vu venir, cet enlisement, là, je reconnais, hein, je me suis mis dans un truc, je l'ai pas vu venir. Et en plus, j'ai trouvé que ça avait l'air intéressant. Donc, c'est même pas que je me disais que ça me plairait pas. Sinon, franchement, si ça me faisait chier, je l'aurais même pas fait. Je me suis dit non, mais je vais les suivre, ça a l'air intéressant. Et je pensais pas qu'il y aurait un enlisement. Enlisement pourtant dynamique, il s'est passé plein de trucs, mais pas conforme à l'attente, justement définie en amont. Donc ça a créé un peu des doutes. Ça manque de bol, le joueur dont je parlais pour que tout soit lié. Lui, ce qui le stressait particulièrement, c'était les tensions et négociations urbaines. Donc on était en plein dedans, mais c'était pas prévu. Lui, il attendait l'aventure dans le bourbier, tout ça. Bon, et manque de bol, il est parti. Et à partir du moment où il est parti, c'était au moment où l'aventure commençait à fond dans le bourbier. Enfin bref, ça, c'est pour l'ironie de la situation. Mais bref, encore faut-il le voir, quoi. Et des fois, tu le vois pas venir. Et je pense qu'il faut parfois dire, bon, écoutez, et peut-être j'aurais dû le faire. Et je l'ai fait d'ailleurs, peut-être un peu tardivement, dire, ok, là, on s'engage dans un truc, ça risque d'être un peu plus long. Ça vous tente ou on fait en sorte que ça s'abrège? Ça se vaut, en fait, de faire ça. Et en fait, ce que je me dis, c'est intéressant que tu dis ça parce que, en fait, il y a les attentes à chaque fois, tu vois. Souvent, c'est un truc qui revient tout le temps en jeu de rôle. Ah, les attentes ne se sont pas croisées. Oh, il faut faire une proposition claire et nette, mais un peu de pragmatisme. Un peu de pragmatisme. Ça, c'est des outils, mais ça ne résout pas les problèmes dans l'absolu. Et j'ai l'impression que justement, pour garder la flamme, des fois, ce qui va faire garder la flamme, c'est qu'on va suivre la proposition. Et des fois, ce qui va faire garder la flamme, c'est qu'on va changer la proposition. Se laisser l'autorisation de la faire évoluer, la subvertir. Ça aussi, c'est le piège. Des fois, tu vois, tu dis ok, je vous propose une campagne urbaine, etc., etc. Parce que toi, tu t'es convaincu au moment où tu proposes cette campagne que tu as envie de ça.
je sais pas, la campagne met un peu de temps à se mettre en place. Finalement, c'est au bout seulement de 3 semaines que tu as enfin trouvé le créneau, les possibilités de te retrouver pour jouer, etc. Donc en 3 semaines, déjà, il s'est passé un certain temps. Si ça tombe, toi, tu commences à te dire, ah, juste un truc urbain, tu vois, tu y as tellement pensé sans l'avoir joué que potentiellement, tu commences à douter. Puis tu te rends compte, je sais pas, au bout de 3 sessions, que voilà, t'as un peu fait le tour de... Tu vois, t'avais fait ta liste de scènes incroyables, ta liste de factions, etc. Comme on a dit, tu vois, t'avais ton pool d'idées pour la campagne urbaine. Elle s'épuise plus vite que prévu. Ou alors les joueurs sont pas tant que ça intéressés par ce que t'avais prévu. Et bah, tu te rends compte que t'as pas grand chose d'autre à proposer. Et en même temps, t'es le cul entre deux chaises parce que tu te dis, je leur ai dit que c'était un truc urbain. Et donc en fait, c'est à ce moment-là que la flamme risque de s'éteindre, entre guillemets. Alors que si tu dis, est-ce que c'est si important que ça, que ce soit une campagne urbaine pour vous? Est-ce que, moi là, je verrais bien qu'on ouvre un peu, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a autre chose qui vous tente? Est-ce que la campagne, ça peut pas être autre chose aussi? Est-ce que vos personnages, ils ont envie de sortir de la ville? Ça peut être le moyen de maintenir le truc. Et je pense que plus t'attends pour le dire, plus ça risque d'un seul coup, j'avais utilisé le même terme avec Cortex hier quand on a enregistré, d'être une intervention, tu vois. T'en as pas parlé pendant longtemps, puis d'un seul coup, tu fais, j'en peux plus, la campagne me saoule. Ouais. Et là, c'est là où tout s'effondre. Et en plus, c'est la désillusion en face, parce que t'as des gens, en fait, qui pensaient que tout allait bien, quoi. Je suis complètement d'accord. Et ça, moi, je pense qu'il faudra que le fait de faire du préventif plus, rien qu'un... Et ça, je le fais, j'avoue que je le fais pas trop, hein. Je vais commencer à le faire, en fait. Rien que de dire, jusque-là, est-ce que la façon dont ça se déroule, la campagne, ça vous convient? Ou il y a des trucs qui vous embêtent un peu, tout ça? Rien que ça, et ça paraît tout con, hein. Mais en fait, quand on est dans le truc, on est tellement habitué aux réactions des joueurs que si on voit les mêmes réactions, on se dit que ça va. Alors que peut-être qu'eux, ils se disent la même chose. Ouais, je pense que c'est ça souvent. C'est ça le problème. Je pense que vraiment, je vais plus le faire. On n'est pas obligé de s'épancher, hein. Tout le monde confirme que ça va, ça vous plaît, la tournure que ça prend, ça c'était peut-être pas prévu. On avait peut-être plus de temps à revenir à l'endroit dont on pensait que ça vous va ou faudrait que ça accélère là? Non, non, nickel. Ou alors ouais, ça serait bien qu'on y arrive, c'était cool, mais là, ok. D'arriver dans le moment, je trouve que tu l'as très bien dit, d'arriver dans le moment intervention où là, on essaie de sauver les meubles. Je vais pas dire que c'est trop tard, parce que la preuve, on peut toujours corriger le tir, mais c'est con d'en arriver là alors qu'on aurait pu l'éviter en amont, quoi. C'est un couple, en fait, hein, une table de jeu de rôle. Mais absolument, mais absolument. On n'a pas parlé de... Désolé de relancer, mais sur le côté joueur, la flamme, un peu, c'est pas tout à fait la même chose, je crois, quand moi je suis joueur ou MJ, parce que j'attends pas les mêmes choses en tant que MJ, je veux être sûr que tout le monde s'amuse. C'est pas que ça m'embête quand je suis joueur, si les autres s'amusent pas, c'est pas ça. Mais il y a tellement d'autres facteurs en tant que joueur qui peuvent me faire perdre la flamme que c'est même plus la priorité. Bon, là, je vais pas trop m'épancher, mais tu vois, si tout ce que j'aime faire en tant que MJ, s'il y a pas assez de rythme, si c'est un peu lent à se mettre en place, si ça avance pas, si... Bon, ça, c'est le genre de truc qui peut me faire perdre la flamme, justement, et ma proactivité en jeu. Je suis plutôt un joueur, justement, qui avance, qui est proactif. Si ma proactivité diminue, en général, c'est un signe que j'attends un peu que ça se passe à la prochaine étape parce que j'ai l'impression que tout ce que je fais ne suffit pas à faire avant. C'est intéressant ce que tu dis. Enfin, en gros, parce que là, tu parles plus d'un symptôme, genre, c'est un observateur extérieur qui regarderait les stats et qui se rendrait compte que sa proactivité diminue. Les stats est en train de perdre de l'intérêt pour sa chasse. Mais si ça se verrait, parce que ça se verrait par rapport aux sessions d'avant. Quand tu as un joueur qui change de comportement, un joueur qui a un niveau de présence, qui est ce qu'il est, peu importe, et que là, ça fait 3 sessions que tu dis, mais tiens, ou même pendant une même session, hein, tiens, là, on l'entend plus, qu'est-ce qui se passe? Ça peut vouloir dire qu'il a lâché. Alors, tout le monde n'agit pas de la même manière, mais c'est vrai que moi, il peut y avoir une grosse différence entre ma motivation de départ et celle de la deuxième moitié d'une session, où ça peut être vraiment différent quand j'attends que ça se passe. Et sur une campagne, après j'en joue pas des masses des campagnes, on va pas se mentir. Là, je suis sur une campagne, bon, je suis pote avec tout le monde dans le groupe, ça aide. Hein, le facteur humain, blablabla, on va pas y revenir là-dessus. Il y a des moments où, non, mais faut le dire en fait. Je suis en train de réfléchir à tout ce qui a été dit au MJ, aux joueurs. C'est un peu le même principe. Faut communiquer, mais moi c'est une histoire de rythme. Faut que les choses bougent. Sinon, Okay, ouais. En tant que joueur, je perds vraiment vite l'intérêt. Que les choses changent, évoluent. Relations entre personnages, intensité, qu'il y ait de l'enjeu aussi. Si pendant 2 sessions on a fait des trucs et je me dis qu'en fait en 2 sessions ça a pas trop bougé, là c'est dur. Moi j'ai plus un problème comme ça, mais c'est pas forcément sur l'évolution, c'est sur l'interactivité et le fait d'avoir de l'impact. Genre si j'ai l'impression qu'on me fait jouer une scène qui est censée
exposer des machins et tout. En général, je suis en mode donne-moi les infos. Tu sais, je suis en mode, tu sais, j'aime bien faire des parallèles avec le jeu vidéo en plus. Je crois même que c'était Cortex qui a dit ça. Je suis le mec qui skip les dialogues dans les jeux vidéo. Il y a un PNJ, il fait oui, bonjour, je suis votre commanditaire. Je fais ok, c'est quoi la mission? Tu vois, genre, vas-y, on fait les trucs. Ok, mais est-ce que tu dirais en tant que joueur, est-ce que tu vois, si tu sens que t'es en train de perdre la flamme un peu comme ça, et genre de te désinvestir, comment tu essaies de résoudre le problème? Il y a le fait de parler de ce que tu attends des autres et peut-être que tu reçois pas. Et est-ce que tu as genre activement aussi l'impression d'avoir des leviers? Parce que souvent, tu sais, on a une demande envers, déjà souvent le MJ. Un peu comme si, tu vois, la conversation, c'était PJ dit à MJ qu'il y a un problème et MJ doit résoudre le problème avec PJ2. Ce qui est quand même, des fois, je trouve un peu dommage. T'as des exemples de situations où t'as réussi à faire évoluer le truc pour te réinvestir, où ça a marché en fait, en tant que PJ, en tant que joueur? Oui. Mais alors, tu veux dire, mais sans que ce soit le fait de dialoguer avec le MJ qui ait réglé le problème? Tu veux dire sans vraiment que le MJ change quoi que ce soit? C'est ça ta question? Parce que c'est important. J'ai Non, plein pas d'exemples forcément. où... Et je dirais, Ok. est-ce que c'est un combat perdu d'avance en tant que joueur de vouloir changer une partie, tu vois? Je pense pas. Ah non, alors là, je pense pas. Je pense que ce qui va pas et tout ça, on peut s'adapter. Moi, ça m'est arrivé de me réinvestir comme ça, que ce soit en discutant avec d'autres joueurs, même des potes à moi, hein, d'ailleurs, hein. C'est pas du tout, surtout même, ou en discutant avec le MJ. Non, ça peut vraiment se régler. Par contre, si admettons, je trouve qu'il n'y a pas assez de rythme, donc je m'ennuie par exemple, et que ça change pas, j'aurais beau faire tout ce que je peux pour, oui, je vais essayer d'aller chercher l'interaction, tout ça, mais moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est aller chercher l'interaction alors qu'il n'y a pas de matière il n'y a pas de prétexte à l'interaction. Faire l'interaction pour l'interaction, sans enjeu, sans truc, il me faut un minimum de matière. Et si finalement, je la trouve pas, il y a un moment, je peux pas m'auto-suffire. Faut qu'on fasse quelque chose. J'ai plusieurs manières de le faire et j'essaie aussi de travailler quand même là-dessus. Je vais donner un exemple. Je fais des débriefs trop longs et trop étoffés. J'en ai parfaitement conscience. Je peux pas m'en empêcher. Soit je dis rien, soit quand je commence, je décortique tout. Je fais une capsule JDR, en fait, en mode débrief. Qui peut être très très chiant, premier point. Et même quand c'est bien pris, là, j'ai un MJ actuellement, c'est un pote à moi, tout ça, c'est Gauvin pour ceux qui le connaissent. Il prend super bien les débriefs, hein, c'est un mec qui travaille et tout en plus, on s'éclate en plus dans la campagne. Mais je me dis, mec, tu lui as fait un débrief qui a duré je sais pas combien, même s'il le prend bien, il va retenir 20% de ce que tu as dit. Donc ça sert à rien de balancer tout le truc. Donc voilà, je pense qu'il faut dire, mais pour contrebalancer, il faut savoir aussi ne pas trop en dire et choisir les points principaux et faire évoluer petit à petit si on veut, parce que sinon, voilà, ça sert à rien d'imaginer que ça va être exactement le truc que tu as en tête. Ouais. Je suis un peu parti en tangente. Pardon. Et puis des fois, il y a des situations où c'est un peu compliqué parce que t'as aussi la situation où en fait t'es le seul à qui ça plaît pas. Donc ça c'était. Et donc là tu te dis bon, est-ce que ça a de l'intérêt que j'essaie de faire changer le schmilblick? Des fois il y a aussi juste je me barre en fait parce que des fois t'as l'impression d'être tu sais juste on joue pas du tout de la même manière et je suis au mauvais endroit. Après je pense aussi moi des fois j'ai tendance à en fait, je suis assez long à la détente parce que justement, je pense que je suis pas assez joueur pour faire des retours des très bons retours de joueurs. Il y a souvent des campagnes où en fait, pendant les premières séances, je sens qu'il y a un truc qui m'embête, mais je mets tellement de temps à trouver le mot juste que j'ai l'impression de faire une intervention, du coup. Alors que c'était pas vraiment mon objectif, tu vois, j'étais pas en train de me retenir séance après séance. C'est juste que je savais pas quoi dire et que quand on me demandait, c'est quoi, est-ce que ça va, tu vois, je vais juste dire. Bon, j'ai trouvé ça un peu moins bien que la dernière fois, ou j'ai trouvé qu'il y avait un petit mieux, mais genre des fois je trouve que je suis moins armé en tant que joueur, tu vois, pour comprendre ce qui me pose problème et potentiellement aussi réussir à influencer dans la partie, tu vois, et pas forcément en débrief pour que ça marche. Tu vois, par exemple, je m'étais fait la remarque que dans une campagne récente que j'ai joué chez Cortex, j'avais un peu de mal parce que il y avait des scènes séparées et en fait, bon, déjà j'ai un peu de mal à me concentrer en tant que spectateur de quelque chose dans lequel je peux pas intervenir, mais surtout en fait la part de scènes séparées par rapport à la part de scènes où on est ensemble entre PJ et on a vraiment l'occasion de décider qu'est-ce qu'on fait, de renforcer nos liens et tout, était relativement rare. Et en fait, à la fin de la session, je me suis rendu compte que j'avais l'impression d'avoir beaucoup parlé à Cortex et très peu aux autres PJ en fait, et que quand les autres PJ arrivaient, j'avais l'impression que mon personnage il les connaissait à peine quoi. Genre, mais c'est long de se rendre compte de ça. Parce qu'en fait, c'est pas nécessairement le fait qu'on joue des scènes séparées qui est pas bon, tu vois. C'est pas genre, ça, c'est pas bien, tu vois.
Parce que moi aussi, je peux faire des scènes séparées, mais en fait, il y a une question de proportion, il y a une question de qu'est-ce qu'elle raconte, etc., etc. Donc, tu vois, tu mets pas tout de suite le doigt sur un truc horrible comme, je veux dire, un truc qui serait pour moi évidemment horrible, un MJ qui, de manière obvious, triche complètement, tu vois. Genre, ça, tu peux t'en rendre compte très très vite, je pense. Bien un PJ qui coupe tout le temps la parole. Bon, tu vois, tu mets pas 50 ans à t'en rendre compte, et tu sais tout de suite que c'est un comportement qui est anti-jeu, qui est pas fair play. Alors que là, tu vois, c'est genre des fois, c'est juste dans le mix. C'est long de capter. Et a posteriori, je me dis, bah, plutôt que de faire une intervention en mode, ouais, je trouve qu'on fait pas assez de scènes ensemble, etc., qui peuvent être vachement un peu violente pour le MJ, tu vois. Surtout que, de base, souvent le MJ, on considère qu'il est responsable. Faut presque désamorcer ça. À chaque fois qu'il y a un problème, t'es obligé de dire, mais c'est pas contre toi. Parce qu'en fait, dans la culture du jeu de rôle, il y a ce truc, c'est le MJ qui doit résoudre tous les problèmes, tu vois. Je me dis, si ça tombe, si j'étais mieux armé en tant que joueur, bah, j'aurais provoquer moi-même plus ces moments où je vais voir les autres PJ, tu vois. Et je vais voir les autres PJ et j'attends pas en fait que l'occasion se présente. Genre j'aurais été plus actif, mais sur presque de manière méta, hein, pour le coup. Tu vois, en tant que joueur, je me dis, si je veux que ça se réalise dans la partie, je peux moi-même, en tant que joueur, réfléchir aux raisons qui vont faire que mon personnage, il va plus s'intéresser au PJ de l'autre, tu vois. C'est marrant parce que même si c'est pas tout à fait exactement ce que tu dis, je pense que ça me fait prendre conscience d'un truc que je vais essayer. C'est assez marrant parce que, alors moi, c'est un peu le contraire dans le sens où j'analyse, je peux pas m'empêcher d'analyser une partie en même temps que je la joue. Et ça me sort même pas de l'immersion, hein. C'est pas un truc qui m'empêche de m'amuser. Et je vais avoir très vite une idée extrêmement claire de ce que j'aimerais. Donc le débrief, je vais le démonter. C'est-à-dire, je peux faire je fais pas forcément ça, mais je peux faire 30 minutes de débrief sans problème si je voulais, tu vois. Parce que je vais tout de suite savoir clairement pour moi, ce que j'aurais voulu. Et le problème de ça, c'est que des fois, ça donne l'impression justement que j'ai pas aimé, parce que je passe 30 minutes à dire ce qui aurait pu être encore mieux pour moi. Donc ça donne vraiment l'impression, putain, vache, mec. Alors que pas forcément. Pour moi, c'est complètement décorrélé. Moi, je pourrais passer 30 minutes à démonter une session que j'ai me jeter, tout en me disant que j'en suis très satisfait. C'est-à-dire en disant, bah, ça aurait pu être mieux, ça aussi, ça aussi. Et pour autant, je trouve que ça aurait pu être une session que j'ai bien me jeter. Et ça, c'est, il y a certains MJ qui me connaissent bien, qui le savent et ça passe bien. Bon, mais tu peux pas t'empêcher de dire, le mec, il m'a débriefé 30 minutes. Donc, ce que je vais essayer, il y a les autres joueurs aussi, c'est vrai. Je pense qu'un débrief, j'ai tendance à débriefer le MJ. Donc, tu le dis très bien, comme beaucoup de gens. Et je faudrait que je me dise, et si je débriefais tout le monde, et donc comme ça va peut-être me faire diluer mon temps de débrief entre les gens autour de la table, y compris les joueurs. Je crois que je vais essayer ça pour le prochain coup. Ouais, je me dis, quand t'extériorises l'objectif, t'attaques plus les gens. Tu vois, tu te dis, vous trouvez pas que ça manque un peu de rythme? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter le rythme, tu vois? Absolument. Eh ben, je crois que je vais tenter cette approche. La prochaine session que je joue, c'est vendredi. Donc, je sais pas. Tu vas faire une intervention. Ah, je prépare mon intervention le vendredi. Mais ça, toute la table va en prendre pour son grade. Non, mais franchement, je crois que je vais essayer ça. C'est vrai que t'as raison. On pense souvent débrief MJ. Et ça paraît évident, hein, mais je crois que je vais tenter ça, de me dire, je vais faire un débrief, ok, mais je vais débriefer la table. Et toi, il y a des joueurs, je vois la table auquel je pense, avec qui j'aimerais bien avoir plus d'interaction dans le jeu. Et je me rends compte que je l'aurais pas. Je l'ai dû le dire une fois vite fait, alors qu'en fait, je trouverais ça génial et je le débriefe pas, en fait. Ouais. En fait, sinon, des fois, tu te retrouves à... tu sais, c'est un peu... Tu vois, tu te dis, bon, ce joueur-là, j'ai l'impression que j'ai pas des énormes atomes crochus, son personnage, je me vois mal parler avec lui. Et en fait, si tu te dis, je suis le seul à essayer de faire la démarche de connecter avec lui, c'est un peu chiant, tu vois. Alors que si tu dis, ouais, c'est vrai que nos personnages, ils interagissent pas beaucoup, faudrait qu'on trouve un moyen qu'ils interagissent, tu dis, peut-être t'as semé la graine qui va faire que t'auras pas l'impression que c'est toi qui fais tout pour améliorer la relation avec le personnage. Et après, à ce moment-là, en plus, je pense, quand c'est l'autre, une fois que tu lui as dit ce qui te posait souci, qui refuse, bah là, t'as une bonne raison de pas être content, tu vois. Tu dis, bah quand même, on joue ensemble. Moi, des fois, par automatisme, il y a des personnages ou des personnalités, souvent c'est plus le joueur hein, que le personnage, qui me parle plus, donc j'ai plus envie de jouer avec tel joueur, tu vois. Ouais. Et je me dis, c'est con, parce que du coup, ça crée des sortes de tables coupées en deux, tu vois, où il y a deux duos qui marchent bien, mais dès qu'on fait des trucs à quatre, ça marche moins bien, tout ça. Il y a tellement de moments dans cette conversation où... Mais bref, je pense qu'on est arrivé au bout de la vidéo. Ouais. Il y a des chances. Ok, on va s'arrêter là, on va commencer à tourner en rond. J'espère que ça vous aura aidé, donc Uop, Meno et
et les tornes, ou au moins que ça aura amusé les autres gens qui auront écouté l'épisode. Bon, si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo et que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme on dit, et à poser vos questions pour de futures vidéos. Et merci à toi, les stats. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil du côté de la chaîne de Les Stats, d'ailleurs, si vous ne connaissiez pas. Sur tous les réseaux sociaux, Les Stats est présent dans le journal officiel. Juste sur YouTube. Seulement sur YouTube, apparemment. Bon, j'ai été mal informé. Merci à toi, Les Stats. J'espère que c'était bien Merci pour à toi toi. aussi. Ouais, très sympa comme d'habitude. Long, mais on s'y attendait. Plus c'est long, plus c'est...